L'Europe est au bord d'une guerre totale avec la Russie. Ce n'est pas une simple spéculation, mais un avertissement de l'ancien chef militaire suprême de l'OTAN, l'amiral Rob Bauer. Début 2024, elle a eu 20 ans. Le calendrier s'est maintenant effondré. Les experts disent que l'Europe pourrait faire face à une guerre à grande échelle en seulement 3 à 5 ans. Et la raison ? Un homme. Le président américain Donald Trump. Ses dernières actions ont ébranlé l'OTAN et mis l'Europe en état d'alerte élevé, envoyant des ondes de choc à travers le continent. Chacune de ces décisions et déclarations fait pencher la balance du pouvoir en faveur de la Russie. Et si les choses continuent dans cette voie, l'Europe pourrait ne pas avoir d'autre choix que de se battre. Alors, comment en sommes-nous arrivés là ? Qu'a fait Trump pour pousser l'Europe vers la guerre ? Peut-on stopper le compte à rebours avant qu'il n'atteigne zéro ? Analysons cela. Pour un instant, il y avait une lueur d'espoir qu'il pourrait finalement soutenir l'Ukraine. Mais maintenant, il semble qu'il soit totalement pro-Russie. Russie. Nous savons cela par Trump qui répète pratiquement les lignes de Poutine sur l'Ukraine. L'ancien commandant suprême adjoint allié, Richard Sheriff, est allé jusqu'à dire que Trump est de mèche avec un criminel de guerre inculpé, malgré les atrocités les plus épouvantables commises par Poutine en Ukraine. Le 25 février, cette alliance troublante a apparemment été officiellement confirmée. Les États-Unis rejoignant la Russie pour voter contre une résolution ukrainienne soutenue par l'Europe qui condamnait l'agression de Moscou. Les États-Unis se sont abstenus de voter sur leur propre résolution concurrente après que l'Europe, menée par la France, l'a modifiée pour pointer explicitement la Russie comme agresseur. C'est un revers important pour l'administration Trump à l'Organisation des Nations Unies, une organisation de 193 pays, où les résolutions ne sont pas juridiquement contraignantes, mais servent de baromètre essentiel de l'opinion mondiale. Mais pour l'instant, il semble que Trump ne s'intéresse qu'à l'opinion de Poutine. Et croyez-le ou non, il l'entend directement du président russe lui-même. Le 12 février, Trump et Poutine ont eu un appel téléphonique d'une importance capitale. Pendant 1 heure, la politique américaine envers la Russie des 3 dernières années a été analysée en détail. En un coup de téléphone de 90 minutes, Trump a mis fin à l'effort américain visant à isoler Poutine à cause de l'Ukraine. Mais de quoi ces deux dirigeants ont-ils réellement discuté ? Ils ont abordé de nombreux sujets, de l'Ukraine au Moyen-Orient, en passant par les marchés mondiaux de l'énergie et l'intelligence artificielle. Il semblerait que Poutine ait personnellement briefé Trump sur la géopolitique. Et c'est exactement ce que Poutine espérait. Un dialogue Russie-États-Unis où le monde regardait depuis la touche. Mais la pire partie. L'Ukraine regardait depuis la touche, pendant que Trump acceptait de commencer des pourparlers de paix avec la Russie. Trump a qualifié la conversation de longue et productive, sans mentionner l'invasion russe. Il s'est concentré sur les objectifs communs de paix. Poutine a fait l'éloge de Trump avant le rappel, comme prévu. Il a répété les propos de Trump, affirmant que ce dernier aurait pu empêcher la guerre en Ukraine, le dépeignant comme le grand artisan de la paix. Poutine a approuvé la position de Trump sur l'élection de 2020. La prochaine étape, une rencontre en face à face. Selon Sergueï Rybakov, vice-ministre russe des Affaires étrangères, les préparatifs sont déjà en cours pour cela. Cependant, il a précisé que ce type de réunion demanderait une préparation intensive, la date exacte restant à déterminer. Nous savons cependant que Poutine est tout à fait pour une rencontre avec Trump. Il a constamment évoqué la reconstruction des liens et la normalisation des relations entre les États-Unis et la Russie. Mais qu'en est-il de l'Ukraine dans ce contexte ? Non seulement le pays et son président ont été mis de côté, mais Trump a ouvertement rabaissé Zelensky, et ce dernier ne s'est pas tu. C'est vrai. Alors que Trump se rapprochait de Poutine d'un côté, il échangeait aussi des pics avec Zelensky de l'autre. Malgré quelques échanges de coups, le post de Trump sur Truth Social du 19 février a vraiment dépassé les bornes. Dans ce post, il a attaqué Zelensky avec de nombreuses allégations infondées que nous devrons immédiatement vérifier une par une. Vous souvenez-vous comment l'ancien président Barack Obama a amené son traducteur de colère au dîner des correspondants de la Maison-Blanche de 2015 ? Cette fois, nous amenons un correspondant de vérification des faits pour confronter directement les affirmations de Trump. Décortiquons ces déclarations une par une et voyons où se situent réellement les faits. L'affirmation la plus sérieuse de Trump dans ce poste était probablement que Zelensky était un dictateur sans élection, ce qui n'est pas soutenu par les faits. Zelensky a été élu pour un mandat de 5 ans en 2019 avec 73% des voix. Si vous faites le calcul, vous saurez que les élections étaient prévues pour le printemps 2024. Cependant, en raison de la guerre en cours, ces élections ont été légalement suspendues. C'est parce que la constitution de l'Ukraine empêche les élections en état de siège, qui a été imposée après l'invasion de la Russie en février 2022. Donc, la suspension des élections n'est pas un geste autoritaire de Zelensky, c'est une nécessité juridique en temps de guerre. Trump a affirmé que Zelensky a persuadé les États-Unis de dépenser 350 milliards de dollars dans une guerre ingagnable.
Mais le montant réel de l'aide américaine fournie à l'Ukraine depuis le début de l'invasion est d'environ 183 milliards de dollars. C'est presque la moitié de ce que Trump prétend. Il est vrai que les États-Unis ont apporté un soutien important, notamment une aide militaire, humanitaire et économique. Cependant, le chiffre de Trump est largement gonflé. De plus, une part significative de l'aide américaine n'est même pas allée directement en Ukraine. En fait, elle a stimulé l'industrie de défense américaine en remplaçant le matériel militaire envoyé en Ukraine et a renforcé la défense de l'OTAN en Europe. Dans le Post, Trump a également critiqué la gestion de Zelensky des États-Unis, aide, affirmant que le président ukrainien lui-même a admis que la moitié de l'argent envoyé manquait. Mais que dit notre correspondant de vérification des faits? C'est une référence aux commentaires de Zelensky sur la confusion entourant les 183 milliards d'aides envoyées en Ukraine. Zelensky a déclaré ne pas savoir où va tout l'argent, faisant référence aux fonds mal alloués ou dépensés pour des choses qui ne bénéficient pas directement au gouvernement ou à l'armée ukrainienne. Cette déclaration a cependant été vite déformée par les critiques, et Trump a également exagéré le nombre de morts en Ukraine, affirmant que des millions de personnes ont péri. Le nombre réel de soldats ukrainiens tués depuis février 2022 est estimé à 46 000, en plus de dizaines de milliers de civils tués. Ces chiffres ne se rapprochent en aucun cas d'1 million, encore moins de millions. Il a également affirmé que Zelensky avait fait un terrible travail de gestion de la guerre. C'est une évaluation sévère, surtout compte tenu des circonstances. L'Ukraine a réussi à se défendre contre l'armée russe, et a même, avec le soutien des États-Unis et de l'OTAN, obtenu des succès remarquables sur le champ de bataille. Et c'est Zelensky qui a conduit sa nation à travers cette crise sans précédent, ralliant son peuple et la communauté internationale. Pour que Trump qualifie cela de terrible travail, c'est un mépris flagrant pour les efforts et les sacrifices faits par le peuple ukrainien et leur président. Mais Trump ne semble pas le voir de cette façon. Dans un autre cas, il a prétendu que Zelensky avait commencé la guerre, déformant totalement l'histoire. C'est la Russie qui a envahi l'Ukraine en 2022 avec jusqu'à 190 000 soldats. Cela s'est produit après des mois de renforcement militaire aux frontières ukrainiennes et de faux prétextes concernant la protection des russophones. Déjà en 2014, la Russie a annexé la Crimée et initié un conflit dans le Donbass, constituant aussi une attaque non provoquée contre l'Ukraine. L'affirmation de Trump est certes non seulement fausse, mais elle s'aligne sur la désinformation russe réfutée par la communauté internationale. Les commentaires que Trump répète comme un perroquet de Poutine ont de plus en plus de sens, n'est-ce pas? Trump a tenté de discréditer Zelensky en affirmant que sa cote d'approbation était au plus bas, à 4%. C'est une autre affirmation inexacte. Selon une enquête de l'Institut international de sociologie de Kiev, Zelensky maintient une cote d'approbation de près de 57%, bien au-delà des 4% évoqués par Trump. Malgré les fluctuations de popularité dues à la guerre, Zelensky maintient un leadership fort, surtout pour unir le pays et ses alliés. En revanche, les propos de Zelensky envers Trump ne nécessitent même pas de vérification des faits. Tout ce que le président ukrainien a dit, c'est que Trump vit dans cet espace de désinformation, une réponse claire et directe aux accusations infondées de Trump. Zelensky a dénoncé sans hésiter les fausses narrations de Trump sur le rôle de l'Ukraine dans la guerre et son leadership. Dans ses propres mots, Zelensky a expliqué que tout cela venait de Russie. Autrement dit, il a affirmé sans équivoque que le discours de Trump reprend maintenant la propagande russe. Le message de Zelensky était simple et clair, sans besoin d'analyse approfondie. Cependant, c'est ce commentaire qui a déclenché la plus féroce diatribe de Trump contre Zelensky, selon certains analystes. Kimberly Halkett, correspondante de la Maison-Blanche pour Al Jazeera, a décrit Trump comme notoirement susceptible, ce qui pourrait expliquer ses attaques contre Zelensky, qu'il a qualifié de comédien modérément talentueux, qui manipulait habilement l'ancien président Joe Biden. Ces mots sont assez durs, presque disproportionnés par rapport aux commentaires plutôt doux de Zelensky. Cela vous fait vous demander s'il y a plus dans cette querelle qu'un simple désaccord sur la vérité lampante et les mensonges, et il y a probablement plus. Selon certains, l'animosité de Trump envers Zelensky découlerait d'une rancune liée à sa mise en accusation en 2019. Trump a incité Zelensky à enquêter sur son rival Biden et son fils, Hunter, pour une présumée corruption en lien avec une société ukrainienne. Cette pression qui a mené à l'impeachment de Trump a laissé une amertume durable. Comme le suggère Cheref, Trump a une longue mémoire et est vindicatif lorsqu'il s'agit de percevoir des affronts. Selon lui, le refus de Zelensky d'accepter ses demandes aurait pu provoquer une grande rancœur, expliquant l'hostilité actuelle. La frustration de Trump s'explique aussi par une raison plus commerciale.
Trump espérait conclure un accord avec Zelensky pour accéder aux minéraux de terres rares de l'Ukraine, dont la valeur est estimée à plus de 26 000 milliards de dollars en échange du soutien militaire américain. Zelensky a rejeté l'accord, le jugeant trop favorable aux intérêts américains et dépourvu de garanties de sécurité adéquates pour l'Ukraine. Cela, ça a été un coup dur pour la mentalité transactionnelle de Trump. Cela a laissé Trump, qui se peint constamment comme le maître de l'accord, furieux, amplifiant possiblement sa critique de Zelensky. Mais pourquoi tout cela importe-t-il pour le reste de l'Europe? Pourquoi est-ce important que Trump se rapproche de Poutine et mine Zelensky? C'est crucial car cela permet un accord de paix, impliquant uniquement la Russie et les États-Unis, une perspective effrayante. Pas d'Ukraine et pas d'Europe à la table. Et un tel accord de paix ne peut signifier qu'une chose, une guerre Europe contre Russie dans un avenir proche. Laissez-nous expliquer. L'approche de Trump pour mettre fin à la guerre de la Russie contre l'Ukraine perturbe négativement la diplomatie internationale. En poussant pour des pourparlers directs avec Poutine, il exclut activement l'Ukraine et l'Europe entière. Bien sûr, Zelensky a rapidement répondu, affirmant que son pays n'accepterait aucun résultat issu de négociations où l'Ukraine n'a pas de siège. Il a même reporté un voyage crucial en Arabie Saoudite pour souligner la gravité du problème. Des représentants russes et américains se sont réunis en Arabie Saoudite pour discuter d'un accord de paix pour l'Ukraine, sans la présence de l'Ukraine. Les alliés européens sont tout aussi mal à l'aise, le Royaume-Uni proposant déjà d'envoyer des troupes ou des avions de chasse Typhoon pour soutenir la sécurité de l'Ukraine, si cet accord précipité était conclu. La Grande-Bretagne craint une autre situation similaire à celle de l'Afghanistan, qu'elle ne peut se permettre. Le Premier ministre britannique, Keir Starmer, l'a expliqué au mieux. Nous ne pouvons pas avoir une autre situation comme celle de l'Afghanistan, où les États-Unis ont négocié directement avec les talibans et ont écarté le gouvernement afghan. Mais c'est exactement ce que semblait pousser l'administration de Trump. Alors que le secrétaire d'État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Mike Waltz se rendent en Arabie Saoudite pour discuter avec des responsables russes, le rôle de l'Europe et de l'Ukraine reste incertain. Il n'est pas certain que les dirigeants ukrainiens soient même conviés à ces pourparlers. Les propos de Trump ont été vagues, suggérant une implication de l'Ukraine, sans préciser quand ni comment. Les propos de Zelensky à la conférence sur la sécurité de Munich en février 2025 résument parfaitement la situation. Des décennies de l'ancienne relation entre l'Europe et l'Amérique se terminent. Bien que l'équipe de Trump soutienne que l'Europe est toujours consultée dans ces négociations, tout le monde ne semble pas être d'accord, et cela inclut même le vice-président J. Lors de sa visite en Europe, Vance a affirmé sans équivoque que les États-Unis mèneraient ces négociations, peu importe l'avis des Européens. Dommage pour l'influence de l'Europe, non? Cela n'aide pas que Trump ait ouvertement parlé de renouer avec la Russie, suggérant même que la Russie devrait être autorisée à réintégrer le G7 après avoir été expulsée suite à l'annexion de la Crimée en 2014. Pour Trump, ce n'est pas une question d'aimer la Russie. Il s'agit de remettre les grandes puissances en contrôle et de pousser pour une nouvelle approche internationale qui ne privilégie pas nécessairement les intérêts européens. Heather Conley, une ancienne des États-Unis, secrétaire adjointe d'État, a averti que cette approche ressemble à un concert de grandes puissances de style 19e siècle, où les décisions sont prises entre quelques pays influents au détriment de tous les autres. Le vrai problème est que cette approche est non seulement dépassée, mais aussi naïve. La question centrale est simple. Les négociations de Trump ignorent les ambitions profondément enracinées et inflexibles de la Russie. Le plan de Poutine pour l'Ukraine n'est pas une position négociable. Il veut que l'Ukraine disparaisse en tant qu'État souverain, et rien n'indique qu'il soit prêt à faire des compromis sur cet objectif. Trump, en considérant cette idée comme un atout de négociation, ne comprend pas fondamentalement les intentions de la Russie. C'est le genre de naïveté qui pourrait entraîner des erreurs de calcul désastreuses. Cela pourrait permettre à Poutine d'obtenir tout ce qu'il voulait, voire plus. Poutine souhaite faire de l'Ukraine un État marionnette, en la réduisant à un simple client de la Russie. Cela signifie que la Russie vise à annexer de grandes parties de l'Europe de l'Est, et peut-être à démilitariser tout le pays, et les positions de Trump ont ouvert la porte à ces objectifs. En déclarant l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN impraticable et en rejetant l'idée de revenir aux frontières de 2014, Trump signale à Poutine que les États-Unis pourraient ne pas s'opposer à ces objectifs russes fondamentaux. Pire encore, les États-Unis signalent que l'Ukraine devrait abandonner le territoire qu'elle a saisi, y compris la Crimée. Cela constituerait une concession massive et un résultat totalement en phase avec les objectifs de Poutine. Cela priverait l'Ukraine de terres vitales et enverrait un message clair que la Russie peut prendre des territoires par la force sans conséquences significatives. Pas le meilleur message pour le reste de l'Europe. Même si l'Ukraine ne devient pas un État marionnette, elle n'obtiendra probablement pas les garanties de sécurité souhaitées pour l'avenir, ce qui nous ramène à la question de l'OTAN.
Poutine a toujours vu l'expansion de l'OTAN vers l'Est comme une menace directe. La possibilité que l'Ukraine rejoigne cette alliance était l'une de ses fameuses lignes rouges, et maintenant Trump pousse activement l'Ukraine à abandonner ses aspirations à l'OTAN. Autrement dit, il sert directement les intérêts de Poutine. Trump soutient aussi les plus grandes ambitions géopolitiques de Poutine. L'une des ambitions clés de Poutine est de découpler l'Europe de l'influence sécuritaire de l'Amérique. Les actions, menaces et promesses de Trump rendent cela de plus en plus probable. En suggérant que l'OTAN ne défendra pas l'Ukraine et en forçant l'Europe à gérer sa propre défense, Trump neutralise l'OTAN comme contrepoids aux ambitions russes. La position de Trump s'aligne avec l'un des buts historiques de Poutine, un nouvel accord de Yalta. La conférence de Yalta en 1945 a divisé l'Europe entre l'Ouest et l'Union soviétique. En réduisant la présence de l'OTAN en Europe de l'Est, cette région devient un festin pour Poutine, et pas seulement cette région, l'ensemble de l'Europe. Poutine, ayant obtenu ce qu'il voulait en Ukraine, ne s'arrêtera probablement pas là, ses ambitions étant trop grandes. Qui sera le prochain sur son radar? Probablement les États baltes. Ces pays, ex-membres de l'Union des républiques socialistes soviétiques et historiquement considérés par la Russie comme sa zone d'influence, sont désormais dans l'OTAN, ce qui complique la situation. Poutine a déjà jeté son dévolu sur d'autres régions, comme la Moldavie et la Géorgie, manipulant les élections en Roumanie et testant les eaux avec de plus petites incursions. Mais ce sont les pays baltes qui posent le plus grand défi. En tant qu'alliés de l'OTAN, ils sont essentiels à la défense européenne, et toute action russe contre eux mènerait probablement à un conflit direct avec l'OTAN. Cela rapproche considérablement la possibilité d'une guerre, menaçant directement la sécurité collective de l'Europe. N'oubliez pas, l'OTAN devra sûrement défendre ces pays sans les États-Unis. Pour stopper la Russie et garantir la sécurité de l'Europe, le continent doit agir de façon décisive et prendre les choses en main. Depuis trop longtemps, elle compte sur les États-Unis pour sa défense, mais l'ère de la Pax Americana est révolue. La responsabilité incombe maintenant totalement à l'Europe. La première étape est d'en prendre conscience. L'Europe doit admettre son isolement et être à la hauteur avec une stratégie de défense unique complète. Cependant, cette stratégie inclut toujours l'Ukraine. Le soutien européen à l'Ukraine n'est pas seulement une question de solidarité, mais de nécessité. La bataille de l'Ukraine est celle de l'Europe. Si la Russie conquiert l'Ukraine, d'autres pays européens pourraient subir le même sort. Pour éviter cela, l'Europe doit fournir à l'Ukraine tout le nécessaire pour forcer la Russie à reconsidérer son plan. Selon Churev, l'Ukraine doit donner une leçon à la Russie. Une défaite décisive pour la Russie en Ukraine est la seule chose qui fera réfléchir 2 fois Moscou sur ses ambitions impériales. Mais l'Europe doit aller au-delà des gestes symboliques et déployer sa force militaire pour avoir un réel impact. Cela signifie s'engager à augmenter significativement l'aide militaire, améliorer la logistique, fournir des armes avancées et garantir que l'Ukraine a les capacités de renseignement et de surveillance pour contrer les mouvements russes. L'Europe doit examiner attentivement ses propres capacités défensives. Le vide laissé par les États-Unis doit être comblé par l'Europe. Bruegel, un groupe de réflexion européen, a récemment quantifié les besoins de l'Europe pour combler ces lacunes. Voici quelques éléments de leur liste. Une force militaire équivalente à 300 000 soldats américains prêts au combat. Au moins 1400 chars. 2000 véhicules de combat d'infanterie et 700 pièces d'artillerie. Au moins 2000 munitions d'attente à longue portée par an. 1150 obus de 150 mm par 90 jours de combat. Et une augmentation de 262 milliards des budgets de défense européens chaque année. Pour atteindre ces buts, les industries de défense européennes et les armées nécessiteront une refonte sérieuse. Mais avant tout, l'Europe doit apprendre à agir comme un bloc uni, à l'instar de la Russie et des États-Unis. L'Europe ne peut se permettre de dépendre d'efforts nationaux dispersés, qui ne forment pas une stratégie cohérente. Cela ne signifie pas pour autant que l'Europe doit réinventer la roue. Elle a simplement besoin d'établir un commandement unifié et de travailler à l'interconnexion des forces européennes. Sinon, Poutine viendra pour tout ce que l'Europe chérit, une pièce à la fois. La bonne nouvelle est que l'Europe semble prête à surmonter tous les défis et à faire face à Poutine, avec ou sans les États-Unis. Mais maintenant, nous vous demandons, réussira-t-elle dans cette entreprise? Cette confrontation aura-t-elle lieu? Ou Trump retrouvera-t-il ses esprits à temps? Partagez vos avis dans les commentaires ci-dessous.